Reconstruire la ville sur elle-même, c'est le témoignage que va aujourd'hui porter Nathalie Kunders, première adjointe au maire de Dijon et vice-présidente de Dijon Métropole, que je suis ravie d'accueillir. Donc bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc comme c'est noté, je suis première adjointe au maire de Dijon, donc de François Rebsamen, et également vice-présidente de la métropole. Et donc on m'a demandé d'intervenir sur la reconstruction de la ville sur elle-même et notamment l'urbanisme au service de la transition énergétique. C'est vrai que l'urbanisme, c'est une question très importante dans nos villes qui est de plus en plus compliquée en tant qu'élu local, puisque on a, avec l'augmentation notamment des taux d'usure, des taux de prêt, on a une décélération de l'urbanisme et on voit qu'on délivre de moins en moins de permis de construire. Et en même temps, on a une population qui est de plus en plus réfractaire, avec des pétitions, avec des maires qui sont nommés de maires bétonneurs, alors qu'on sait très bien que l'urbanisme, ça fait partie des solutions, puisque je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la formation. Les villes, c'est là où il y a les problèmes, mais c'est là aussi où on trouve les solutions pour cette transition écologique. Donc mon intervention, je vais la développer en 3 points. Tout d'abord, rapidement vous rappeler les enjeux de la construction. Ensuite, voir comment on peut conjuguer cette construction aux nécessaires impératifs écologiques. Et puis enfin, vous donner un exemple d'un projet mené sur un quartier prioritaire de la ville à Dijon, le projet Response. Alors tout d'abord, les enjeux de la construction, bon, je pense que vous les connaissez tous, mais la construction, elle n'est pas une fin en soi, elle répond déjà à de nombreux besoins. Alors tout d'abord, un besoin social. La France a besoin, traverse une crise du logement et a besoin de logement. Et c'est vrai quand on voit chaque année les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qui montrent que près de 4 millions de personnes sont actuellement mal logées en France, et ça augmente de 100 000 personnes chaque année. Donc on voit qu'on a vraiment une nécessité de construire des logements et notamment des logements à loyer modéré. Et en tant qu'élu local, je tiens des permanences de quartier. Je peux vous dire qu'à chaque permanence de quartier, j'ai au moins 5 personnes qui viennent et qui nous demandent un logement. Alors ils ont des logements, mais un logement plus accessible et mieux pour eux. Et à Dijon notamment, alors que François Rebsamen, qui a été élu maire depuis 2001, a vraiment une politique volontariste en la matière, eh bien, il a fallu 20 ans pour progressivement combler le retard par rapport à la loi SRU, c'est-à-dire 20% de logements à loyer modéré, puisque vous savez que la nécessaire mixité sociale eh bien, fait qu'on déconstruit des logements sociaux là où ils étaient concentrés, et donc de fait, même quand on en reconstruit, eh bien, on a du mal à combler le retard. Donc c'est vraiment un besoin social prégnant qui va s'accélérer avec la crise du logement dont je vous ai parlé en introduction. Elle répond aussi à un besoin démographique. La construction de logements, elle nous a permis de répondre au solde démographique naturel, tout d'abord, avec les naissances sur le territoire. Et aujourd'hui, elle va aussi nous permettre de répondre aux nouvelles réalités sociétales, puisqu'en 50 ans, eh bien, la composition des foyers a changé. J'étais en séminaire samedi matin avec le directeur régional de l'INSEE, et les chiffres sont sans appel. En 50 ans, eh bien, la moyenne d'occupation par logement, elle était de 3,08 personnes, donc il y a 50 ans, et aujourd'hui elle est de moins 2 personnes, 1,9. Pourquoi ? Parce qu'on a une espérance de vie qui augmente avec des personnes qui vieillissent et qui restent dans leur logement. On a aussi une évolution sociétale avec des familles qui se séparent. Et donc, quand vous étiez 4 à occuper un logement et que vous séparez, vous êtes toujours 4, mais vous occupez 2 logements. Et donc, on a vraiment un besoin de logement encore plus important si on veut ne cesse que maintenir notre population dans les villes. Et également des besoins de logement d'un autre type avec le vieillissement de la population, avec des personnes aussi qui nous parlent de logement participatif. Donc on a vraiment ce besoin et c'est important pour les villes, comme je l'ai dit, si on veut garder notre dynamisme, si on veut maintenir notre nombre d'habitants. Et concrètement, à Dijon, si on ne construit pas 800 logements chaque année, eh bien on perd en nombre d'habitants. Et si on perd en nombre d'habitants, on ferme des écoles, on ferme des services publics, les entreprises ne viennent pas s'installer et donc on décline. Donc c'est vraiment un besoin prégnant.
Et puis enfin, le troisième besoin, c'est le besoin économique. Une ville aussi attire de nouveaux habitants, donc elle doit aussi disposer d'une offre de logement pour y répondre. Ça s'est accéléré avec la crise Covid. Alors c'est au bénéfice des villes de région par rapport à Paris, mais on a des Parisiens maintenant qui viennent s'installer à Dijon. On est à 1h30 de TGV, donc il faut pouvoir répondre à cette demande. Et en même temps, il ne faut pas gentrifier ce qu'on va dire nos centres-villes, c'est-à-dire que ces personnes qui ont un pouvoir d'achat plus important, eh bien, sont prêts à mettre un prix important dans les logements, et donc on augmente le prix des logements dans nos villes, et donc il faut construire pour que les familles qui ont moins de revenus puissent continuer à vivre dans nos centres-villes. C'est important parce que si on veut garder du personnel enseignant, du personnel dans nos CHU, eh bien, faut qu'on puisse les loger avec des loyers modérés ou un peu plus pour nos villes. Et puis enfin, besoin économique, puisqu'un logement crée 2 emplois dans le secteur du bâtiment et dans les activités connexes. Ce sont les chiffres qui nous sont fournis par la Fédération française de bâtiment qui tenait son assemblée générale la semaine dernière. Donc du coup, face à ces besoins, eh bien, les villes doivent conjuguer la construction aux nécessaires impératifs écologiques, puisqu'il y a une nécessité, je pense que je vous l'ai démontré dans mon premier point, de construire dans nos villes. Mais nous devons aussi, pour répondre à l'impératif écologique, eh bien, reconstruire les villes sur elles-mêmes pour étaler l'étalement urbain. Et je pense que la ville qui se trouve derrière moi, alors j'ai demandé, je l'avais pas reconnu tout de suite, Oslo, est un bel exemple de régénération urbaine. C'est une ville qui se reconstruit sur elle-même avec la végétation, avec le cours d'eau. Mais c'est comme cela qu'on arrivera à répondre à l'impératif écologique et à limiter l'étalement urbain. Et puis par ailleurs, vous avez la loi climat et résilience sur la gestion économe du foncier et la lutte contre l'artificialisation des sols qui impose la diminution par 2 de la consommation du foncier pour atteindre la zéro artificialisation nette des sols, la fameuse ZAN en 2050 qui va vraiment poser beaucoup de problèmes aux maires et notamment dans les zones périurbaines. Alors les vertus alors on parle de densification urbaine, moi je préfère le terme régénération urbaine du maire adjoint de Porto. C'est vrai qu'aujourd'hui la ville doit être plus compacte puisqu'elle doit réduire les déplacements. On a vu, les déplacements sont aussi les premiers générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc une ville compacte permet de mettre des logements à proximité des mobilités douces, des mobilités actives, etc. aussi. Elle fait des économies d'échelle. Quand à Dijon, on crée un réseau de chaleur urbain, eh bien, d'avoir une ville compacte, ça permet eh bien, de proposer ce réseau de chaleur urbain aux services publics, aux grands logements, aux immeubles. Et puis, elle permet de préserver les paysages, la biodiversité, et puis sauvegarder ou développer l'agriculture périurbaine, et donc favoriser aussi les circuits courts. Et c'est en ce sens que le PLUiHD de Dijon a été construit en 2019 et se remet à jour d'année en année. Donc en limitant, comme je l'ai dit, l'artificialisation des terres agricoles et naturelles, en prévoyant aussi une densité plus importante proche des lignes du tramway, avec des immeubles qui montent, et en exploitant aussi les friches urbaines. C'est vrai qu'à Dijon, nous avons la chance d'avoir de nombreuses friches militaires, et donc ça nous permet de reconstruire la ville sur elle-même en proposant des écoquartiers, même si on va avoir un problème dans les années à venir, parce qu'on n'a plus forcément de foncier à disposition dans les villes. Et puis, on mobilise aussi notre parc existant avec la reconquête d'environ 100 logements. C'est important de construire, mais aussi il faut réhabiliter l'existant. Alors le focus sur le projet Response, parce que je vois que l'heure tourne aussi, c'est un projet dans le quartier de la Fontaine-Douche, donc qui est un quartier prioritaire de la ville qui compte 9000 habitants, dont un tiers vivent sous le seuil de pauvreté, et qui est engagé vraiment dans une importante rénovation urbaine, parce que je pense que si on veut avoir la population avec nous, et c'est indispensable, il faut aussi eh bien, que cette population voit ce qu'il y a à gagner en termes énergétiques, en termes aussi de transport, en tout cas en termes de pouvoir d'achat. Donc Response, c'est un projet européen qui a réuni 55 partenaires issus de différents pays, et elle permet à Dijon l'éco-réhabilitation de plus de 1200 logements avec des solutions innovantes qui vont permettre de créer des îlots à énergie positive, et en fait ils vont produire plus d'énergie
qu'ils en consomment, et ça permettra d'accompagner les habitants qui s'approprient les usages d'éco-responsabilité. Je pense qu'il faut avoir les habitants avec eux, et nous, l'objectif, on n'est pas dans l'écologie punitive à Dijon, on est aussi dans la justice sociale, et ce qui est important, c'est vraiment que les personnes qui sont dans le besoin, eh bien, voient la plus-value de rénover les logements, de prendre les transports en commun et de limiter leur consommation énergétique. Alors, en conclusion, voilà comment à Dijon, eh bien, on tend vers la ville compacte. Maintenant, pour finir, je vais quand même vous dire les problématiques. Elle va nous permettre, bien sûr, d'atteindre, et c'est notre objectif, la neutralité carbone d'ici 2050, mais ce sont des modèles qui sont confrontés à de vives oppositions et par voie antinomique. Samedi dernier, nous avions Jérôme Fourquet aussi à notre séminaire métropolitain, qui nous a, donc, à l'Institut de sondage de l'Ipsos, et aujourd'hui, on voit que les gens sont prêts, savent que la transition écologique et énergétique, elle est obligatoire, elle est devant nous, mais en même temps, eh bien, ils aspirent tous à avoir une maison individuelle avec un jardin, et on peut les comprendre. Et c'est vrai que les leçons, lorsque les élus, nous avons parfois nous-mêmes, et c'est mon cas, une maison avec un petit jardin, même si c'est proche du centre-ville de Dijon, eh bien, c'est difficile à entendre pour certains habitants de dire, vous, il faut que vous logiez dans un immeuble, à l'étage, etc. Donc, il faut arriver à emmener la population, faire de la pédagogie, puisque aujourd'hui, on a encore beaucoup d'habitants qui souhaitent, voilà, le modèle, c'est ce qu'il disait, c'est la maison avec le petit jardin, la maison piscinable. Apparemment, c'est un nouveau terme dans les enquêtes, dans les instituts de sondage. Et donc, il va falloir qu'on arrive à répondre peut-être à ce besoin, et c'est ce qu'on fait aussi en faisant des petits écoquartiers avec des petites maisons avec des jardins à proximité des tramways, parce que si les habitants aspirent à cela, ils vont s'installer plus loin des villes, parce que c'est là où ils pourront s'acheter ce type de logement, et donc on va augmenter les déplacements. Et puis pour terminer, premier problème, je l'ai dit, donc la volonté aujourd'hui des Français, la difficulté pour les habitants des villes, eh bien d'accepter qu'il y ait une construction qui vont être juste à côté de chez eux, et parfois c'est des habitants qui sont dans les immeubles. Et puis enfin, attention à la fracture aussi qui existe déjà, on l'a vu avec les gilets jaunes, entre l'urbain et le rural, puisque à prôner et à mettre ensemble tous les services, et ce que nous faisons dans la métropole, eh bien, il y a des craintes aussi qu'on accélère cette crise. Donc j'ai pas toutes les réponses, mais c'est vrai que pour nous les élus, eh bien, les années à venir, notamment en termes d'urbanisme, vont être compliquées, mais il va falloir être innovant, faire de la pédagogie, et que tout le monde se retrousse les mains pour faire voilà, la ville comme derrière moi, où tout le monde y trouve son compte. Merci.